Alors, merci beaucoup. Effectivement, bon, j'étais en train d'expliquer un petit peu l'angle de ma présentation, du fait de l'ancrer un petit peu dans des éléments un peu plus concrets, et puis qu'il me semblait que les questions de polyexposition et d'exposome étaient un véritable enjeu de recherche, un enjeu de recherche en soi, et que c'était probablement un angle mort de la plupart des PRST, a priori, en tout cas de ce que j'en ai lu pour le moment. Alors que ça figure notamment dans dans le PST3 et aussi peut-être un peu plus modestement dans le PST4, mais ce sont des enjeux de l'avenir, parce que ça peut aussi remettre en question un certain nombre de pratiques de prévention, les connaissances qu'on va acquérir sur ces questions de polyexposition et d'exposome. Simplement pour introduire peut-être le quart d'heure un peu corporate de la journée, l'introduire un petit peu l'ANSES, une agence nationale d'expertise. On évalue les risques sanitaires pour que les autorités compétentes puissent prendre des mesures de gestion et des textes réglementaires pour gérer les risques. On assure aussi des missions de veille sanitaire, d'alerte et de vigilance. Et puis, on finance aussi la recherche, justement, un certain nombre de laboratoires, en tout cas de recherche en santé au travail, notamment dans le cadre du Programme national de recherche environnement santé travail. Et on contribue à l'information du public et au débat public. Et puis, on a aussi quelques missions d'évaluation de la sécurité, donc des phytosanitaires, des produits biocides, des médicaments vétérinaires. Et on délivre depuis 2016 les autorisations de mise sur le marché pour ces produits. Quelques exemples en fait, d'expertise qu'on mène dans le cadre de nos travaux. Alors, j'ai oublié de dire qu'on était aussi... on mettait en place une expertise collective, pluridisciplinaire, indépendante. Donc on s'appuie sur un certain nombre de disciplines qu'on fait travailler ensemble dans des groupes de travail, des comités d'experts spécialisés. Et quelques-uns des travaux qu'on mène régulièrement autour de la santé au travail à l'agence. On contribue à l'évolution de l'arrêté des substances, des mélanges et des procédés cancérigènes. Récemment, on a rendu un certain nombre de travaux, notamment sur les substances cytotoxiques, cytostatiques, qui permettent de traiter les cancers et les risques associés. On produit également des recommandations pour l'élaboration des valeurs limites d'exposition professionnelle. Depuis 2018, on réalise aussi l'expertise préalable à l'évolution et à la création de tableaux de maladies professionnelles. Récemment, d'ailleurs, on a rendu une expertise sur le cancer des ovaires et du larynx en lien avec les expositions à l'amiante. On intervient également au niveau européen pour proposer les classifications et l'étiquetage harmonisés, donc qui permettront ensuite dans les entreprises de disposer d'un étiquetage approprié qui renseigne sur les dangers des substances. Et ces étiquetages sont en tout cas discutés pour ce qui concerne les substances les plus dangereuses au niveau européen. Et donc il y a une classification qui est harmonisée entre les différents États membres. Et puis on répond aussi à un certain nombre de saisines, notamment des pouvoirs publics, principalement des pouvoirs publics, mais aussi des organisations syndicales ou patronales qui siègent à notre conseil d'administration sur des sujets divers et variés. Je vous en ai mis 3 exemples ici, mais il y en a bien d'autres. Et actuellement, on a un certain nombre de saisines. On peut aussi s'autosaisir. Le directeur général de l'ANSES a la capacité, si un sujet le permet, de s'autosaisir sur une question. Donc pourquoi vous parlez de polyexposition? C'est parce que actuellement, dans la plupart des entreprises, on va dire l'organisation de la prévention, on a une approche qui est essentiellement mono-danger. C'est-à-dire que c'est un risque à la fois qui est traité, évalué et géré. Or, on sait aujourd'hui que la plupart des facteurs de risque peuvent contribuer à l'apparition des maladies. On connaît ça essentiellement autour de la question des produits chimiques, des effets des mélanges qui, aujourd'hui, on le sait, peuvent se cumuler entre elles pour mener, en tout cas pour développer les maladies. Mais c'est également valable sur les autres facteurs de risque. Aujourd'hui, on sait que le travail de nuit et l'exposition concomitante à certains produits chimiques peut potentialiser, on va dire, les effets des substances chimiques et du travail de nuit pour conduire plus rapidement à l'apparition des pathologies. Et donc, cette approche, une seule nuisance, un seul danger, elle est aujourd'hui, on sait, elle est rarement suffisante en fait pour évaluer les risques professionnels. Donc, il est temps de s'intéresser aux questions de polyexposition aujourd'hui. Et alors, la polyexposition, globalement, c'est très rapidement, c'est les voies d'exposition qui sont multiples. Donc, on peut être exposé par inhalation, par contact cutané ou par ingestion.
Et puis, ça peut concerner, donc, ce que je disais tout à l'heure, un certain nombre de contraintes multiples qui sont à la fois des risques chimiques, biologiques, physiques, ou même les contraintes organisationnelles ou relationnelles. Et donc, tous ces cumuls d'exposition peuvent donc, tout au long de la carrière professionnelle, conduire à l'apparition de pathologies qui peuvent être graves et chroniques. Alors, je disais tout à l'heure que la question de la polyexposition avait été abordée notamment dans le cadre du plan santé au travail numéro 3. Donc c'était l'action 1.11 qui visait à améliorer la prise en compte justement de la polyexposition et surtout à identifier des filières, des activités particulièrement concernées en fait par cette problématique de la polyexposition. Et donc nous, avec un certain nombre de partenaires, on était pilotes de cette action. Donc on s'est appuyé sur les collègues de l'INRS, l'assurance maladie, Santé publique France, les ministères concernés, et la DARES, le service statistique et d'études du ministère du Travail, pour produire 2 livrables, on va dire. Le premier, c'était d'essayer d'identifier, de faire un état des lieux, des connaissances, des études et des résultats de la recherche qu'on a aujourd'hui sur les questions de polyexposition. Donc on a fait cet état des lieux qui a été publié en 2018. Et puis le deuxième volet de ce travail mis en place au niveau national, c'était d'identifier justement des situations de travail ou des filières qui étaient particulièrement concernées par la polyexposition en France, pour qu'on puisse mettre en place des actions d'information, de prévention et d'accompagnement ciblé auprès des entreprises, donc à des fins de prévention. Et on s'est donc, dans un premier temps, on a réfléchi, on s'est demandé comment on pouvait identifier ces filières particulièrement exposées. Et on a décidé de s'appuyer sur une enquête que vous devez connaître pour la plupart d'entre vous, qui est l'enquête sur la surveillance des expositions aux risques professionnels, l'enquête SUMER qui est menée par la DARES de manière récurrente, on va dire tous les 5-7 ans, qui est une enquête extrêmement importante et qui contribue vraiment fortement à l'élaboration d'un certain nombre de connaissances sur les expositions professionnelles. Je pense que d'ailleurs on en reparlera à la suite de la table ronde, en tout cas pour ce qui concerne les données de la région. Et on s'est appuyé sur cette enquête pour construire plusieurs indicateurs, en fait 5 catégories de contraintes de risques qui est à la fois organisationnel, relationnel, physique, biologique et chimique. Et puis je vous épargnerai les détails, mais on a souhaité dégager donc des groupes homogènes d'individus polyexposés parmi la population des salariés français et françaises qui sont enquêtés dans SUMER. Et on a appliqué 2 méthodes, alors qui sont les méthodes pour celles et ceux que ça intéresse, de réduction et de classification des données, donc l'analyse factorielle multiple et une classification ascendante hiérarchique. Alors c'est un nom barbare, moi-même je ne sais absolument pas comment ça fonctionne, mais ça nous a permis de dégager, alors je ne reviens pas sur SUMER, mais peut-être on pourra y revenir dans la discussion si vous souhaitez. Ça nous a permis de dégager 12 profils de salariés polyexposés. J'y reviendrai tout de suite après. Simplement, je voulais vous montrer les indicateurs sur lesquels on s'était basé, les contraintes, les catégories de contraintes. Alors, on a 22 indicateurs pour les contraintes organisationnelles, qui peuvent à la fois être des contraintes horaires, des intensités, des rythmes de travail élevés, des exigences au travail élevées, les questions de l'autonomie dans le travail, des contraintes psychosociales qui sont plutôt de l'ordre du relationnel au travail, avec des situations de job strain, qui est finalement une problématique autour de la capacité, de l'autonomie qu'on peut ressentir, le manque d'autonomie qu'on peut ressentir au travail par rapport à un certain nombre d'exigences de notre activité, des indicateurs, des contraintes donc physiques, donc à la fois posturales, des nuisances thermiques, avec des températures inférieures à 5 degrés ou supérieures à 30 degrés. Ça peut être arbitraire, ces contraintes, mais enfin, ce sont les contraintes sur lesquelles on s'est basé pour après pouvoir développer ces traitements statistiques nous permettant d'identifier des catégories, des groupes homogènes de salariés polyexposés. Des indicateurs donc chimiques avec un indicateur qui est le contact avec au moins un polluant classé, donc c'est-à-dire reconnu comme dangereux pour la santé, ou du contact avec au moins 3 polluants, qu'ils soient classés ou non. Donc, et puis des indicateurs biologiques avec les contacts délibérés, c'est-à-dire
le fait d'être au contact d'agents biologiques qui en fait font partie d'un procédé de travail qui est vraiment fait pour ça, ou les contacts potentiels avec des réservoirs humains ou animaux, c'est-à-dire les gens qui vont travailler notamment avec des animaux, donc les agriculteurs par exemple, ou les vétérinaires, et puis toutes les personnes qui travaillent dans le milieu du soin notamment. Et donc, voilà, on a secoué la machine, si on peut dire. On a fait passer au crible de ces méthodes de traitement statistique et on a sorti un certain nombre de résultats, et notamment un constat, puisque pour nous, en fait, le fait d'être exposé à au moins 2 contraintes, quelles qu'elles soient, c'était être polyexposé. Alors ça aussi, ça peut se discuter, mais en fait, c'était le critère qu'on a retenu. Et donc, ce qu'on constate, c'est que finalement, 97% des salariés et travailleurs français subissent au moins 2 contraintes, toutes catégories confondues. Et en moyenne, mais c'est qu'une moyenne qui varie de 0 exposition à 25 contraintes pour certains salariés, la moyenne, c'était environ de 7 contraintes dans la population d'études. Alors voilà, ce qui est peut-être le plus intéressant, on peut s'y arrêter, s'y attabler un petit moment. On a dégagé donc 12 profils de salariés polyexposés, avec en A, par exemple, le profil A qui représente la majorité, 37% des personnes de l'enquête Sumer qui sont sorties donc, dans ce traitement statistique. Et pour chaque profil, on a identifié les 15 domaines, par rapport aux contraintes qu'on a étudiées, les 15 domaines les plus surreprésentés en fait, dans la catégorie. Et puis on avait aussi les catégories socio-professionnelles des différents salariés concernés par cette catégorie, enfin qui rentraient dans cette catégorie. Donc vous voyez, avec des profils, avec une représentation qui décroît. On a essayé dans un titre court d'essayer d'exprimer un petit peu les principales catégories qui ressortaient de cette analyse en fonction de la typologie des contraintes. Et puis vous avez aussi pour les contraintes, c'est le nombre de contraintes auxquelles sont exposés ces différents profils. Donc pour le profil A, on a en fait un travail qui est peu exposé, avec un faible soutien social, où on retrouve en fait beaucoup de cadres, d'ingénieurs, d'agents de maîtrise, avec quelques domaines surreprésentés comme la gestion et l'administration des entreprises, les administrations publiques, les professeurs du juridique, le commerce. On a également la donnée du sexe, c'est-à-dire la répartition homme-femme, avec donc un certain nombre de profils qui sont très représentés soit par des hommes, soit plutôt par des femmes, donc qui sont en fait en général en fonction de l'activité qui parfois d'ailleurs est genrée, des répartitions d'activités genrées, donc qui se retrouvent dans ces profils. Et donc vous voyez une typologie des contraintes qui va dépendre beaucoup de ces profils. Ce qu'on va retrouver par exemple le seul profil où on a 5 typologies de contraintes. Alors j'ai oublié de vous dire, mais dans les petits ronds, là c'est les catégories, je l'ai noté quelque part, c'est le nombre de contraintes qui sont considérées comme caractéristiques pour la catégorie. Et donc voilà, c'est le nombre de contraintes qu'on retrouve dans ces différentes catégories. Donc, par exemple, dans le profil C, dans les contraintes sur les substances chimiques, vous retrouvez les 3 catégories de contraintes dans ce profil qui sont représentées dans ce profil C. Alors, on ne va pas revenir en détail sur ça, mais ça vous montre un petit peu la méthodologie, c'est comment on s'y est pris pour essayer d'identifier ces profils et surtout pour essayer d'avoir une caractéristique plus affinée du type de domaine qu'on retrouvait et du type de catégories socio-professionnelles. On s'est beaucoup aidé de ce qu'on appelle les heat maps, je ne sais pas comment le traduire en français, les cartes de chaleur, quoi, voilà. Ça fait toujours bizarre. Heat map, ça fait plus scientifique. Mais bon. Donc les cartes de chaleur, c'est extrêmement intéressant parce que pour chaque description de contraintes et pour chaque profil, on a en fait une représentation
des contraintes qui sont surreprésentées par rapport en fait à la population étudiée. Donc en rouge, c'est quand c'est supérieur à la population étudiée, et en bleu, c'est quand c'est inférieur. Et ça nous a permis justement après de dégager, enfin de faire des analyses un petit peu plus fines des catégories socio-professionnelles, en tout cas des profils qu'on a identifiés. Donc par exemple là, sur un exemple en bas à droite que vous avez, dans le profil K, on a 100% des salariés du profil K qui sont exposés à des agents biologiques via le réservoir animal, ou pour les expositions à plus de 3 polluants classés ou non, pour le profil E, on a à peu près 78% des salariés qui sont exposés à au moins 3 substances chimiques. Donc ça nous a permis d'affiner nos analyses dans une analyse transversale qu'on retrouve ici, et dans lesquelles on a affiné justement les types d'activités qui sont vraiment les plus concernés dans ces différents profils. Et donc ce qu'on constate, c'est que les contraintes organisationnelles, elles sont très caractéristiques en fait de la quasi-totalité des profils, ce qui n'est pas étonnant, puisque finalement ça relève de l'organisation du travail. Donc forcément on le retrouve dans quasiment toutes les catégories. Les contraintes relationnelles sur le manque de reconnaissance, les situations de job strain sont plutôt en fait concentrées sur les profils A, B, D, G et J, où on retrouve des activités de bureau dans le domaine divers avec des catégories socio-professionnelles plutôt élevées, des activités d'encadrement, des niveaux de responsabilité plus ou moins importants, ou des activités pour lesquelles on retrouve du contact avec le public, notamment dans le profil D, ou des tensions au travail, des tensions relationnelles qui sont probablement ou parfois souvent même dues à des problématiques d'organisation du travail. Et puis vous voyez des profils plus spécifiques liés à on va dire à l'activité de travail en soi, à l'activité de production, qui vont générer des risques particuliers comme des risques chimiques, physiques ou biologiques, qu'on retrouve notamment sur la partie droite de cette diapo. Et puis on retrouve à nouveau un seul profil d'ailleurs qui s'est quand même pas mal distingué, et qui est concerné par absolument toutes les contraintes qui sont les professions de santé, qui sont vraiment très très polyexposées, avec 80% de femmes dans ce profil. Et donc voilà un peu les résultats de cette analyse, avec quelques conclusions qu'on peut avoir par rapport à ces travaux, alors, qui sont publiés, et je vais vous donner un petit peu la référence juste après. Mais ce qu'on a mis en évidence, alors on pourrait nous dire, oui, mais ça, bon, on le savait, que les gens étaient polyexposés, c'est pas nouveau. D'ailleurs, on nous a souvent fait cette remarque, ce qui c'est vrai, c'est-à-dire que finalement, la plupart des médecins du travail, ou en tout cas des préventeurs dans les services de prévention de santé au travail, même dans les entreprises, on sait parfaitement qu'on est exposé à différents facteurs de risque. Mais là, voilà, ça nous a permis de l'objectiver surtout, et d'identifier un petit peu des profils types qui vont nous permettre d'affiner aussi nos travaux. Deux grandes typologies de profils de polyexposition, celles qu'on appelle spécifiques, qui sont liées vraiment à l'activité de production qui génère des risques particuliers, et puis des profils plus transversaux qui sont vraiment liés à des problématiques d'organisation du travail. Et donc, comme on l'a vu là à l'instant, vraiment, il ressort de cette étude que voilà, on a vraiment une polyexposition qui est vraiment marquée pour les professionnels de santé, qui cumulent vraiment l'ensemble des contraintes, et donc une polyexposition extrêmement marquée. Voilà, donc nous, effectivement, sur la base de ces travaux, l'idée c'est d'aller un petit peu affiner, d'aller regarder là, plus précisément pour le coup dans ces différentes filières. Là, il n'y a pas que les polyexpositions des professionnels de santé, ça nous a permis aussi d'identifier un certain nombre d'autres activités qui nécessiterait qu'on aille se pencher un petit peu plus précisément sur cette activité. Et c'est ce qu'on fera par la suite, puisque ces travaux vont continuer. L'INRS aussi s'est lancé dans des grands travaux sur les questions de polyexposition en exploitant plusieurs bases de données, notamment les bases de données de métrologie que l'INRS gère, comme Colchic ou Scola. Vous pouvez trouver d'ailleurs le résultat de ces travaux dans une publication qu'on a commis. On pourra vous transmettre le PowerPoint sans problème, donc vous aurez cette référence. Voilà.
Et alors la polyexposition, concrètement, qu'est-ce qui s'y devient, enfin, au-delà de ces enjeux scientifiques et techniques, c'est que cette polyexposition, elle a fait son entrée dans le Code du travail, voilà, suite à l'ANI, et puis à la transformation, enfin, de la loi du 2 août 2021, puisque elle est mentionnée dans l'article L4412-1 du Code du travail, où les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques sont déterminées par le décret en Conseil d'État pris en application du 4111-6 en tenant compte des situations de polyexposition. Et puis, ce qu'on nous dit, c'est qu'en cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents doivent être pris en compte par l'employeur, donc dans son évaluation des risques. Donc clairement, ça fait son entrée dans le Code du travail, mais d'une manière un petit peu particulière. On n'a pas de définition légale aujourd'hui de la polyexposition. On a une définition technique, scientifique. Moi, j'ai repris celle de l'INRS. On pourrait reprendre celle des travaux de l'action dont je vous ai parlé, du PST3, l'action 1.11, puisqu'on a publié un rapport où on propose aussi une définition de la polyexposition, mais celle de l'INRS qui est tout à fait intéressante et que je vous ai mis là sur cette diapositive, on définit les polyexpositions comme des expositions qui sont à la fois simultanées ou séquentielles, donc c'est une notion en fait, voilà, de longitudinale dans le temps, qui peuvent être chimiques, biologiques, physiques, liées à l'activité physique ou être liées à des facteurs organisationnels ou psychosociaux, et c'est tout au long de la carrière professionnelle. Donc on voit bien que la définition dans le Code du travail, elle est relativement restreinte. Elle est restreinte notamment à la question des produits chimiques. Et ça rejoint cette notion dont je voulais parler aussi tout à l'heure, c'est que cette polyexposition, le fait qu'elle rentre dans le droit du travail, elle est aussi en miroir de ce qui s'est passé depuis 2016 sur la question de l'exposome, puisque cette définition que j'ai reprise donc, de l'INRS et dont je vous avais parlé en tout début de mon exposé, elle est calquée aussi sur la définition de l'exposome, qui est un autre concept qui a fait son entrée dans le Code de la santé publique et qui est défini comme tel, c'est-à-dire que l'exposome entendu comme l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine. Et donc quelque part le fait que ces notions entrent dans le Code du travail, le Code de la santé publique, d'une certaine manière, elles obligent les professionnels, notamment de soins, de la surveillance de l'état sanitaire des salariés français, à justement prendre en compte cette dimension de la polyexposition, des risques multiples, pour essayer de prévenir les effets sur la santé de ces polyexpositions. Alors, juste très rapidement, l'exposome, c'est un concept qui a émergé en 2005, qui est dû à un épidémiologiste qui, en fait, lui, au départ, constatait qu'on mettait beaucoup de moyens dans l'étude du génome humain, donc des milliards depuis la fin des années 90, et qui, en 2001, s'est soldé par ce qu'on appelle le séquençage du génome. Sauf que aujourd'hui, on sait que les maladies ne sont pas liées uniquement aux composantes génétiques, elles sont également liées aux expositions environnementales, professionnelles. Et donc, il s'est dit, si on veut vraiment rentabiliser en quelque sorte les moyens qu'on a mis dans l'étude du génome, il faut aussi s'attacher à essayer de beaucoup mieux caractériser les expositions, notamment durant la vie entière, des populations pour être en capacité justement d'utiliser les connaissances qu'on a sur le génome, puisque les facteurs de risque aujourd'hui des maladies sont à la fois des facteurs génétiques, mais aussi des facteurs environnementaux. Et donc c'est là qu'émerge ce concept d'exposome, qui s'est traduit par une déclinaison dans le Code de la santé publique. J'ai commis, alors c'est un petit quart d'heure de réclame, un article sur l'exposome dans la revue Santé et Travail, voilà, sur lesquels j'ai quand même pas mal de retours, et donc qui explique assez rapidement ce que c'est ce concept de l'exposome, qu'on peut voir aussi caractérisé ici. C'est-à-dire que
L'exposome, c'est à la fois effectivement l'ensemble des expositions auxquelles on est soumis et qui peuvent contribuer au développement de pathologies, alors qui peuvent aussi contribuer au bien-être. Il y a aussi des effets bénéfiques de l'exposome, entre guillemets, c'est-à-dire le fait d'habiter par exemple au bord de la mer ou dans une région très agréable, etc., ça fait partie d'une exposition bénéfique. Voilà. Donc ce n'est pas que des expositions néfastes pour la santé. Et on voit là... voilà, la partie qui concerne l'activité professionnelle, qui est effectivement limitée dans notre durée de vie, et qu'aujourd'hui on qualifie de polyexposition. Mais c'est probablement un peu plus que ça. Comment on mesure l'exposome? Par différentes mesures. À la fois les questionnaires, comme on fait habituellement. Tout à l'heure, l'enquête Sumer, c'est aussi une manière, si vous voulez, de documenter l'exposome, alors collectivement, mais c'est une manière aussi. Dans les services de prévention de santé au travail, les visites des médecins du travail qui, on va dire, confèrent dans les dossiers médicaux l'état sanitaire des salariés et leurs expositions, c'est aussi une manière de contribuer à la documentation de l'exposome. Et après, ce qui se pose comme question et comme enjeu, c'est de pouvoir utiliser ces données qui sont collectées au fur et à mesure de la vie professionnelle des salariés. Donc il y a aussi aujourd'hui, avec l'évolution des technologies, tout un tas d'outils qui permettent de renseigner l'exposome, comme les modèles environnementaux qui vous permettent de savoir quand vous passez dans certaines régions à quel type de particules vous avez été exposé, ou du bruit, donc des cartes comme ça géographiques qui sont aujourd'hui disponibles sur Internet. On a aussi de plus en plus le développement d'outils qu'on a dans nos objets connectés, smartphones par exemple, ou alors d'autres types de technologies un peu plus complexes et beaucoup plus globales, comme les technologies ohmiques, mais j'y reviendrai pas. Ça permet, si vous voulez, de caractériser une signature, par exemple chimique, de composés chimiques internes ou externes auxquels on a été exposé sur une petite puce aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il faut que je développe trop ce côté-là. Mais on a tout un tas d'outils qui nous permettent aujourd'hui, voilà, de renseigner les expositions. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir les méthodes statistiques qui permettent de traiter l'ensemble de ces données collectées et surtout de les stocker. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on parle de polyexposition, mais il y a aussi cette question de l'exposome qui revient, puis voilà, pour laquelle souvent on ne comprend pas bien quelles sont les différences ou même les similitudes. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de recherches et de propositions pour aller plutôt vers l'utilisation de la terminologie de l'exposome professionnel pour qualifier justement l'ensemble des expositions professionnelles tout au long de la vie. Donc là, par exemple, dans un article d'Yves Roclor, pourquoi j'ai mis 2002? C'était 2002? Ça me paraît un peu vieux. Ça me paraît un peu vieux. Je pense que c'est une erreur de ma part, je suis désolé. Ça, à mon avis, c'est 2022. Oui, parce que c'est concomitant, d'ailleurs. Oui. Non, c'est 2022. Voilà, donc il propose cette approche de l'exposome professionnel pour qualifier l'ensemble des expositions professionnelles durant toute la vie des salariés. Et donc l'idée aujourd'hui serait de réfléchir peut-être à une forme de, comment dire, d'utilisation, d'harmonisation de ces terminologies pour qu'on ait les mêmes schémas de réflexion, les mêmes repères, les mêmes terminologies, et que ça puisse encourager notamment le développement d'une approche partagée, puisque c'est aussi l'un des objectifs du plan santé au travail numéro 4, qui est d'encourager le développement d'une approche partagée. Et donc il semblerait que voilà, l'harmonisation de ces terminologies, qui d'ailleurs finalement veulent dire un peu la même chose, c'est-à-dire la polyexposition, vous voyez bien dans la définition qu'on a donnée l'INRS, c'est effectivement l'ensemble des expositions professionnelles, notamment tout au long de la vie du parcours professionnel des salariés. Et donc ça permettrait aussi d'avoir une meilleure prise en compte de l'ensemble des facteurs de risque dans l'évaluation des risques professionnels qui est faite dans les entreprises, et donc de mieux prendre en compte également cette dimension longitudinale. C'est à ça qu'amène le concept d'exposition. La polyexposition aujourd'hui, elle fige en fait un certain nombre de... Enfin, comment dire,
l'approche qu'on en a, quand on utilise le terme polyexposition, ça nous renvoie à des expositions cumulées, mais qui ne nous amènent pas à réfléchir sur la dimension longitudinale, alors que le concept de l'exposome nous amène à réfléchir sur cette dimension longitudinale tout au long d'un parcours de vie ou d'un parcours professionnel. Le problème, c'est que cette terminologie, cette dimension de l'exposome, elle apporte aussi son lot d'interrogations. Et notamment, un professeur de droit du travail qui s'appelle Frank Ehas, qui a examiné un petit peu, qui a essayé d'anticiper ce que pouvait avoir comme conséquence l'utilisation du concept d'exposome à l'aune du droit social, du droit du travail également, enfin l'ensemble du droit social, et qui pense que ça paraît approprié pour les questions de prévention, mais qui pense que ce transfert ne serait pas approprié en matière de reconnaissance des risques professionnels, ça pourrait avoir un certain nombre de conséquences, notamment sur le fait d'avoir des conséquences négatives sur la reconnaissance des maladies professionnelles pour les questions de responsabilité notamment, puisque finalement on ne saurait pas quel type d'exposition. Est-ce que c'est une exposition, on va dire, environnementale, ou est-ce que c'est une exposition qui est liée à l'activité professionnelle? On ne pourrait pas discriminer l'ensemble de ces expositions, et donc ça aurait des conséquences sur une moindre reconnaissance des pathologies professionnelles pour les salariés. Alors ça se discute, parce qu'aujourd'hui, cette question finalement de l'exposition, des maladies plurifactorielles, c'est pas une question qui est nouvelle, qui est liée à l'émergence du concept de l'exposome ou de la polyexposition. La question des pathologies plurifactorielles, elle se posait déjà quasiment en 1919 avec l'avènement de cette loi sur la reconnaissance des maladies professionnelles. Et c'est d'ailleurs pour ça que le compromis a été une reconnaissance, une présomption d'imputabilité, mais avec une réparation forfaitaire. C'est aussi pour prendre en compte, ça c'est les travaux d'Anne Marchand qui le montrent, Anne Marchand qui est socio-historienne, qui montre qu'il y avait aussi cette notion de facteurs divers qui pouvaient contribuer à l'apparition des maladies, et pas que les facteurs professionnels qui se posaient déjà à ce moment-là. Je voulais conclure rapidement en essayant peut-être de recentrer le propos, c'est-à-dire que cette question de la polyexposition, de l'exposome, ce qu'il faut en attendre, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir conscience que ça reste quand même un objet de recherche. C'est-à-dire que c'est quand même aujourd'hui, il y a un certain nombre de développements de recherche qui permettent de montrer qu'un certain nombre de facteurs peuvent contribuer de manière concomitante à l'apparition des pathologies. Tout à l'heure, je vous ai dit que le travail de nuit, l'exposition à certains produits chimiques, on a montré que ça pouvait effectivement se potentialiser. Il y a des travaux qui existent aussi sur un certain nombre de TMS et en lien avec des expositions à des produits chimiques qui peuvent aussi avoir des effets sur la santé. Donc il y a des développements, des travaux de recherche aujourd'hui qui existent. Ça reste un outil de recherche qui mobilise la recherche, qui mobilise un certain nombre de moyens financiers à la fois au niveau français ou européen. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'émergence de ce concept, c'est quand même que ça permet de se poser les questions de la pluridisciplinarité, des approches intégrées, de la prise en compte aussi d'autres types de facteurs que les facteurs de risque à proprement parler, mais aussi de la manière dont l'organisation du travail, dont la place de l'entreprise dans un système économique peut avoir aussi un certain nombre de répercussions sur les expositions, sur la manière de travailler et donc in fine sur les expositions professionnelles. Ça a aussi engagé un certain nombre de travaux pour une meilleure caractérisation des expositions qui va être extrêmement importante aussi et apporter beaucoup d'évolution, en tout cas de bienfaits pour les études épidémiologiques, puisque aujourd'hui les études épidémiologiques, le principal problème de ces études épidémiologiques, c'est vraiment la caractérisation des expositions. Et donc aujourd'hui, le fait d'en parler de plus en plus d'exposomes, de polyexposition, ça permet
une meilleure, en tout cas d'aller vers une ambition d'une meilleure caractérisation de ces expositions. Puis ça a déjà un certain nombre de conséquences réglementaires aujourd'hui. Ces concepts de polyexposition et d'exposome, c'est que dans le cadre notamment des réglementations sur les produits chimiques, sur l'évaluation et la gestion des produits chimiques au niveau européen, il y a une meilleure prise en compte notamment des expositions cumulées. Alors ça reste centré sur un même risque, les produits chimiques, mais il y a aussi ce qu'on appelle des Mixture Assessment Factors qui permettent de prendre en compte justement cette dimension de l'exposition cumulée à plusieurs substances chimiques et d'appliquer des facteurs de protection supplémentaires du fait de cette exposition à plusieurs facteurs de risque. Et puis on peut aussi se dire que, alors ça c'est une hypothèse, mais que ces questions de polyexposition et d'exposome qui ont investi le champ de la prévention, et y compris d'ailleurs le champ de la santé publique, elles ont probablement contribué au fait qu'aujourd'hui, dans la loi de 2021, du août 2021, on ait introduit l'obligation de conserver le document unique d'évaluation des risques professionnels pendant 40 ans, pour notamment permettre de conserver une trace des expositions collectives aux risques professionnels. Ça reste une hypothèse, mais je pense qu'elle n'est pas du tout absurde. C'est aussi ce qui a probablement incité à ce qu'il y ait une ouverture plus facile des dossiers médicaux partagés pour les médecins du travail et vice-versa. Hein. Là, je crois sans me tromper, je ne sais pas si les médecins du travail ont accès au dossier médical partagé. Ça, je ne sais plus. Non, en tout cas, l'inverse, c'est vrai. Encore, bon bah voilà, on y est. Il y en a encore, ouais. Je suis désolé, mais ça, c'est effectivement pas trop mon domaine. Mais enfin, voilà, je pense que ça fait partie des termes qui sont aujourd'hui de plus en plus employés dans notre vocabulaire courant et qui font que voilà, ça rentre aussi dans les mentalités et ça permet aux textes réglementaires d'évoluer. Le problème, c'est que pour que ça fonctionne, ce que je mets, c'est qu'il faut améliorer la traçabilité des expositions, donc faire des mesures et en tout cas, à minima, développer un certain nombre d'enquêtes. Il me reste... c'est fini ? 5 minutes. Bon, ça va, 5 minutes, parce que là, c'est la dernière. Donc voilà, l'amélioration de la traçabilité des expositions, si ce n'est individuelle, à minima collective, parce que sinon on ne pourra rien faire, et notamment pas développer nos connaissances sur les pathologies en lien avec un certain nombre de facteurs de risque qu'on rencontre aujourd'hui dans nos activités professionnelles. Et puis, il faut le reconnaître, ça reste effectivement des objets de recherche et on a très peu d'outils opérationnels aujourd'hui pour les préventeurs sur la question des risques cumulés, de la polyexposition. Alors, on a toujours autour des produits chimiques des outils qui existent aujourd'hui comme MIXI, qui est développé par l'INRS, qui peut aider aussi les préventeurs à essayer de mettre en place des mesures de prévention sur cette question de la polyexposition au sens large. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation et donc je serais ravi de répondre à un certain nombre de questions et d'échanger avec vous